Bonjour à tous, bienvenue, réécriture et recréation autour de l'œuvre d'Alexandre Dumas, c'est le thème de notre table ronde de ce matin. Et j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Maupré, autrice de bande dessinée, illustratrice, et Bertrand Puart, romancier, alors pour les adultes, mais surtout pour la jeunesse, et scénariste également. Bienvenue à tous les deux. Bertrand, Bonjour. vous avez publié pour les jeunes lecteurs Alexandre, l'intrépide Dumas aux éditions Hachette Roman en 2018. Alors, c'est un roman qui est aussi illustré, il faut le préciser, par Raphaël Gauthier. Voici un petit exemple d'illustration. Et ce roman était le premier d'une série dans laquelle vous explorez la jeunesse de nos grands écrivains. Alors, il y a eu également Victor l'indomptable Hugo, que voici, et Émile l'intraitable Zola. Mais vous avez choisi, Bertrand, de commencer par Alexandre Dumas. Voilà. Je les aime aussi. Émile, Voilà, ouais. merci. Vous avez choisi de commencer par Alexandre Dumas. Est-ce qu'il occupe une place particulière dans votre panthéon personnel d'auteur et de lecteur? Oui. D'abord de lecteurs et de jeunes lecteurs, en fait, puisque c'est un des auteurs qui a beaucoup compté pour moi dans ma jeunesse quand j'ai découvert le roman. Aujourd'hui, les jeunes, grâce à cette littérature à laquelle je participe, c'est la littérature ce qu'on appelle adulte, enfin jeune adulte et jeunesse, ils ont un choix pléthorique dans les librairies et dans les bibliothèques. Tous ces rayons n'existaient pas lorsque moi j'étais donc jeune lecteur. Et donc je me dirigeais plutôt vers des classiques, des Alexandre Dumas, des Agatha Christie, des romans d'aventure, des romans policiers. Et donc j'ai découvert Dumas grâce non pas aux Trois Mousquetaires, qui est un peu la porte d'entrée peut-être habituelle pour les jeunes lecteurs, mais avec le Comte de Monte-Cristo, qui a été vraiment un très grand choc de lecture, qui est un roman d'ailleurs on en reparlera peut-être, mais que je relis souvent, puisque comme tous ces grands chefs-d'œuvre, c'est des romans inépuisables. Et donc après, j'ai découvert, j'ai été un petit peu à la quête des grands romans de Dumas, des Mousquetaires, Joseph Balsamo, et moi qui aime beaucoup l'aventure et écrire de l'aventure avec beaucoup de péripéties, c'est vrai que là, j'ai reconnu mon maître. Donc il a été vraiment, je pense, la lecture de Dumas était vraiment très, très formatrice pour moi en tant qu'écrivain. Alors, je propose pour mieux vous connaître, Bertrand, que l'on regarde une petite vidéo qui a été préparée par l'association Bulldog. C'est Aurélie qui va la lancer. Bertrand Puart est un romancier et scénariste français né en 1977 à Paris. Passionné de littérature, il est un auteur éclectique qui aime à faire déborder sa passion de l'écriture sur différents domaines, de la série télévisée à la bande dessinée, en passant par la pièce radiophonique et le jeu vidéo. Il voyagera entre ces médias, jonglant avec ses différents pseudonymes, Erwan Blackshore, Brad Winter et Benjamin Bates. C'est toutefois au roman qu'il dédie la plupart du temps sa plume. Après des débuts en tant que lecteur dans une maison d'édition, il échappe de peu à une carrière de banquier. Encouragé par le succès d'une première nouvelle, Et la lumière fut en 1998, ainsi que par le très réputé auteur de romans d'anticipation Serge Brussolo, il se plonge dans cette voie qui lui réussit. Depuis, il a écrit plus d'une 60aine de romans pour la jeunesse et les adultes, dans des genres très variés, ainsi que plusieurs podcasts, notamment pour France Culture. Dans ses différentes créations, il affiche un goût affirmé pour le polar, les enquêtes policières sur fond de réalisme ou immergées dans un propos fantastique. Parmi ses nombreux prix, il est notamment lauréat du prix du roman d'aventure et du prix Polar de Cognac en catégorie adulte et jeunesse. Bertrand Puart revendique également des influences issues d'autres arts que la littérature. Alfred Hitchcock, Vladimir Volkov, Arthur Conan Doyle font partie des auteurs sources qui alimentent le feu de sa passion, même si son cœur reste acquis à la littérature, avec des hommages à Émile Zola, Victor Hugo et Alexandre Dumas, auteurs phares dont il fait référence dans nombre de ses œuvres. En 2018, il fait paraître aux éditions Hachette Roman Alexandre, l'intrépide Dumas, une aventure mettant en scène le jeune Alexandre Dumas contenant des faits biographiques et bibliographiques. Nous sommes ainsi heureux de recevoir Bertrand Puart à la table ronde dédiée à Alexandre Dumas. Bertrand, vous définissez Alexandre l'intrépide Dumas comme une fantaisie. C'est une œuvre de l'imaginaire qu'on peut retrouver en littérature ou en musique, par exemple. L'intrigue, en effet, est imaginaire, mais elle s'appuie sur de vrais éléments de biographie d'Alexandre Dumas et met en scène des personnages qui sont à la fois inventés par vous et inventés par lui. Comment vous est venue cette idée avant qu'on entre tout à l'heure dans le détail de la conception de ces livres ?
En fait, moi, on en parlait depuis longtemps avec mon éditrice, Cécile Terroir, donc avec qui je travaille depuis le début de ma entre guillemets, carrière en littérature jeunesse. Et moi, j'avais envie de travailler sur cette idée de rendre accessible, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire de rendre accessible les classiques aux jeunes lecteurs qui ont une idée préconçue, comme quoi c'est suranné, ça va être long, ça va être pénible, le vocabulaire va être compliqué. Il y a souvent la grosseur du livre aussi. Et donc, avec mon éditrice, on s'est dit, mais est-ce on n'essaierait pas de trouver une porte d'entrée vers ces grands classiques en parlant des auteurs et en écrivant des romans où les auteurs ont l'âge des lecteurs. C'est le principe un petit peu de la littérature jeunesse, hein, c'est que le héros, l'héroïne doit avoir le même âge que le lecteur. Donc c'était amusant pour moi de me dire, je vais prendre le jeune Alexandre Dumas, le jeune Émile Zola, donc 13-14 ans, et leur faire vivre des aventures. L'idée, c'était pas d'offrir une vraie biographie, parce que d'abord, ça a souvent été fait. Ensuite, c'est pas forcément très intéressant. Donc, on s'est dit, on va faire un roman d'aventure. Donc, effectivement, tout à fait fictif. L'idée, c'est que tout est vrai jusqu'à ce que l'intrigue démarre, et tout redevient vrai à la fin de l'intrigue. Et donc, on a offert au lecteur une sorte de parenthèse d'aventure dans l'adolescence de ces trois auteurs et notamment d'Alexandre. Et dans cette parenthèse, et c'est là où moi j'ai pris un plaisir extraordinaire à travailler, on va mélanger des faits biographiques et la bibliographie de l'écrivain. Parce que c'est aussi, je pense, ces romans, une réflexion sur la création littéraire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on devient romancier? C'est une question qui nous taraude tous en tant que créateur. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule au fond de l'autre côté de la page? On est lecteur et on va basculer donc en tant qu'écrivain. Et donc ce sont souvent des rencontres, hein, des lectures, des rencontres avec des livres, des rencontres avec des personnes. Et je crois aussi que cette série montre bien cela, puisque je fais rencontrer à Alexandre des personnages qui pourraient derrière lui inspirer le Comte de Monte-Cristo et Trois Mousquetaires. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu simpliste, parce qu'on sait bien que c'est pas en rencontrant une personne que naît un roman, c'est une espèce d'amalgame, de long processus qui se fait, mais je pense que c'était intéressant de le faire de façon plus simpliste, parce qu'on s'adresse à un public quand même à partir de 10 ans, 10, 12, 14 ans. Et donc, voilà, c'était une façon de démontrer la chose de façon plus simple. Et bien sûr, on va le voir tout à l'heure, sans que ce soit un concept, parce que c'est avant tout une aventure, hein, que vous faites vivre à vos lecteurs. Ah oui, complètement. C'est une aventure, alors qui est souvent d'ailleurs calquée sur des aventures que vont écrire ensuite les écrivains. Bon, Alexandre, on reconnaîtra évidemment l'intrigue du Comte de Monte-Cristo avec des petits emprunts ça et là. Émile, on est sur une espèce de chasse au trésor autour d'un arbre généalogique. Là, évidemment, c'est l'arbre généalogique des Rougon-Macquart. Et puis, pour Victor Hugo, on a quelque chose autour du vol de chandeliers. Évidemment, on voit tout ce que cela implique, ce vol de chandelier dans l'œuvre d'Hugo, puisque c'est le démarrage de son roman le plus important, peut-être un des romans les plus importants de la littérature française. Donc, c'est vrai que ça, c'était vraiment du plaisir pour moi. On en reparlera tout à l'heure parce que à travailler, c'est-à-dire c'est confronter les faits biographiques avec les faits bibliographiques. Très bien. Agnès Maupré, vous êtes de votre côté emparée des Trois Mousquetaires, un roman mythique effectivement d'Alexandre Dumas, publié en volume, d'abord en feuilleton puis en volume dans l'année 1844 et qui forme une trilogie avec 20 ans après et le Vicomte de Bragelonne. Mais ce n'est pas du tout sur les personnages de D'Artagnan et de ses amis que vous avez choisi de centrer le récit, c'est sur le personnage de Milady de Winter. Voilà, à laquelle vous avez accordé une série en 2 tomes, publiée chez Ankama en 2010 et 2012, et sous forme intégrale, c'est celle que je viens de montrer en 2015. Comment vous est venu ce désir de vous attaquer à un tel monument et sous un angle aussi original que celui-là? Moi, c'est un peu comme Bertrand. En fait, je ne suis pas arrivée à Dumas par les Trois Mousquetaires. Moi aussi, je suis d'abord rentrée par le Comte de Monte-Cristo, d'autant plus que je suis marseillaise, donc ça parle quand même aussi de ma ville au départ. Et j'ai beaucoup lu Dumas. J'ai un peu lu tout ce qui me tombait sous la main de lui, mais j'avais pas très envie de m'attaquer aux Trois Mousquetaires, justement parce que j'avais vu un peu des films, des dessins animés, toutes sortes de choses.
qui me donnait l'impression que ça allait me gonfler très fort et que ça allait être un monde vraiment de garçons qui se battent, qui s'adressent qu'aux garçons, qui aiment regarder d'autres garçons se battre, qui n'était pas forcément le public auquel j'appartenais. Du coup, c'est vrai que j'y allais pas avec beaucoup de confiance dans les Trois Mousquetaires. Mais je me suis dit que quand même, comme j'aimais à peu près tout du maths, tôt ou tard, il allait falloir que je m'y colle. Et quand je l'ai fait, j'ai été très surprise par le roman parce qu'il ne correspondait pas du tout à l'image que j'en avais justement par les films. Je l'ai trouvé beaucoup plus riche, beaucoup plus intense et beaucoup moins manichéen, plus nuancé. Et je n'ai pas trouvé cette espèce d'univers de garçons bas du front. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des personnages compliqués, dont ce personnage de Milady, qu'en général, on présente comme vraiment la méchante, et juste un personnage magnifique et mystérieux, mais maléfique. Et j'ai pas eu l'impression que Dumas l'a présenté vraiment comme ça. Et de même, j'ai pas eu l'impression que les mousquetaires étaient, selon Dumas, irréprochables. Et d'ailleurs, quand on attaque 20 ans après, Dumas en fout plein la gueule à D'Artagnan. D'Artagnan n'a pas du tout fait la carrière qu'il était censé faire et 20 ans après, il est exactement à l'endroit où on l'a laissé à la fin des Trois Mousquetaires. Et il s'amuse assez bien avec ça, à leur faire payer leurs mauvaises actions. Et donc voilà, ça me paraissait intéressant d'attaquer aussi d'un point de vue féministe les Trois Mousquetaires, parce que l'opinion de Dumas n'est pas exactement claire sur ce personnage de Milady. Et vous l'avez éclairci, on va le voir dans un instant. Je propose qu'on regarde. Oui, on va regarder la vidéo qui vous présente, s'il vous plaît, Aurélie. Agnès Maupré est née en 1983 à Marseille et vit actuellement au Havre. Autrice et illustratrice de bande dessinée depuis plus de 10 ans, elle tombe dans le chaudron du 9e art à l'âge de 16 ans en lisant Le Petit Monde du Golem de Johann Sfar. Cela représente pour elle une révélation. Elle met le doigt, le crayon et tout le reste dans un joyeux engrenage, qui l'entraînera même à travailler de pair avec l'auteur qui allumait la flamme, en travaillant sur l'adaptation animée du Chat du Rabbin. Après avoir amorcé sa carrière avec Les Contes du Chat Perché, première bande dessinée qu'elle signe, elle inventera et fera évoluer des univers très diversifiés. À titre d'exemple, Petit traité de morphologie est inspiré de l'enseignement du professeur Jean-François Debord, dont elle suit les cours à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il s'agit d'une bande dessinée documentaire qui traite de l'ossature de manière humoristique. Autre propos, autre style de narration, le journal d'Aurore relate quant à lui les déboires d'une jeune fille de 13 ans, affligée d'un physique monstrueux et d'une famille ennuyeuse. Nouveau grand écart avec Tristan et Iseut, bande dessinée avec laquelle elle affiche sa passion pour les mythes grecs. Domaine qu'elle débroussaille également avec Les Fils cachés de Zeus, où elle met sur le devant de la scène les divinités oubliées. Des BD, des livres illustrés, des dessins animés et quoi d'autre. Des chansons? La musique lui titillait le bout du crayon depuis longtemps. À que cela ne tienne, Agnès Maupré ajoute l'activité de parolière dans son terrain de jeu. Le groupe Esprit Chien lui offre un nouveau et magnifique terrain de jeu pour s'ébrouer. Enfin, depuis toujours, Agnès Maupré s'inspire de grands auteurs. Avec Au bonheur des dames notamment, elle livre un roman naturaliste inspiré de l'œuvre éponyme de Zola. La sortie de Milady de Winter chez Ankama marque de nouveau son goût affirmé pour les personnages de l'ombre. Une Milady brillamment mise en lumière dans cette bande dessinée inspirée de l'œuvre de Dumas. C'est donc avec une joie non dissimulée que nous accueillons Agnès Maupré à la table consacrée à Alexandre Dumas. Agnès, on entre dans votre livre par une image choc que je vais essayer de montrer ici, voilà, qui occupe une pleine page. C'est Milady, vue en plongée. Elle est nue et elle est pendue à un arbre. Alors, on saura un petit peu plus tard que c'est son mari, le comte de la Fère, alias Athos, le mousquetaire qui l'a pendue parce qu'il s'estimait trahi. Cette entrée en matière en dit long sur le ton que vous allez donner à votre livre. On peut dire que Milady, c'est à la fois une victime et une guerrière. Oui, c'est ça. C'est que finalement, je ne conteste pas le fait que Milady soit accomplisse des actes qui sont tout à fait contestables, notamment empoisonner Constance, qui est pas tellement une action sauvable, mais elle a quand même un passé, quelque chose qui justifie d'en arriver là. Et effectivement, c'est ce moment où elle se fait pendre par son mari pour quelque chose qui est somme toute une erreur de jeunesse. Elle a fui avec son premier amour, ça ne justifiait pas forcément d'être pendue.
On va en reparler effectivement dans le détail. Alors, dans le roman de Dumas, tout commence en avril 1625. On a notre jeune Gascon d'Artagnan qui va monter à Paris pour essayer d'intégrer le corps des mousquetaires. Dumas nous dit, figurez-vous, Don Quichotte a 18 ans. Dans une auberge de Main-sur-Loire, hein, il va vouloir croiser le fer avec le duc de Rochefort qui s'est moqué de son cheval. Et c'est là qu'apparaît Milady hein, dans un lourd carrosse. Elle a rendez-vous avec Rochefort. Elle a 20 ou 22 ans et D'Artagnan est saisi hein, par sa beauté à ce moment-là. Dans votre livre à vous, Le jeune mousquetaire, il n'apparaît qu'à la page 55. Il est déjà à Paris. On le voit peut-être ici en train de manier l'épée. Et ça n'est vraiment pas un personnage charismatique. Ben, moi, je le vois vraiment comme un chiot d'Artagnan. C'est vraiment un gamin, c'est quelqu'un qui a envie d'en découdre, envie de faire quelque chose, mais c'est pas forcément sous-tendu par une grande ambition de changer le monde en soi. C'est juste l'ambition de briller, de se bastonner et d'être... Quelque part, c'est un personnage qui est assez beau parce qu'il est vraiment au monde, il est au présent, il a envie d'y aller, il ne sait pas de quoi il a envie, mais bon, il a envie. Un peu foufou. Je le vois vraiment comme un jeune chien. Alors, votre D'Artagnan est plein d'idées préconçues sur les femmes. On peut lire, par exemple, « C'est une femme, elle est fantasque » à propos de Milady. Non pas que j'ai peur d'une femme, il ne faut avoir peur que des hommes, où seuls les lâches tremblent devant les femmes. Milady, elle résiste à tous ces clichés quand il la rencontre et c'est très déroutant pour lui. C'est ça, le problème de Milady, c'est que finalement, tout le monde lui en veut de ses actions parce qu'elle est une femme, parce qu'un homme qui ferait les mêmes choses serait juste considéré comme un espion et comme un guerrier et pas comme un monstre. Et dans la mesure où c'est une femme, c'est une monstresse et d'autant plus qu'elle est belle et que du coup, elle a une apparence trompeuse et qu'elle est considérée comme le serpent. Le serpent ou la lionne, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent. Les Trois Mousquetaires, c'est une épopée de 800 pages. Comment avez-vous procédé à partir du texte de Dumas pour reconstituer la trajectoire de Milady, qui est un personnage de fiction, hein, contrairement à D'Artagnan? Je crois que comme j'ai fait le livre très peu de temps après avoir lu le roman, je m'en souvenais bien. Et sinon, c'est vrai que c'est une trame qui est très solide, notamment parce que c'était publié en feuilleton, du coup c'est très trépidant et on peut vraiment s'appuyer sur des marqueurs de l'histoire et essayer d'inventer ce qui est non dit. C'est ça qui est marrant dans le fait de raconter par un autre personnage, c'est que les faits restent les mêmes, c'est la perception qui change. Et donc ça laisse beaucoup de liberté et en même temps beaucoup de stabilité parce que la trame de Dumas est évidemment parfaite. Alors, il a quand même fallu combler des manques pour arriver à faire de ce personnage secondaire dans l'histoire le personnage central de votre série. Comment avez-vous fait? Quelles limites avez-vous donné à votre imagination? Je pense que là où j'ai sans doute le plus triché, finalement, c'est sur le second mari de Milady, je me souviens plus du nom du personnage. Le mari qu'elle tue. Le mari qu'elle tue, le comte de la Fère? Non. Non, du coup. C'est Lord de Winter, c'est le deuxième. Lord de Winter, oui, je suis d'accord. Voilà. Bref, Lord de Winter, où il est sous-entendu dans le roman qu'elle le tue. Dans ce que j'ai fait, elle le tue vraiment plus ou moins par accident, juste par réflexe. Parce qu'il la voit nue, voilà. Oui. C'est un peu de la triche et j'avais un peu besoin de la montrer dans une relation équilibrée, épanouie et d'imaginer qu'elle était capable de ça et de ne pas être qu'une femme bousillée de bout en bout. Alors, on l'a évoqué, mais c'est vrai qu'il y a une blessure de jeunesse chez Milady qui va conditionner quasiment toute la suite. Avant d'être Milady de Winter, elle est Anne de Breuil dans un couvent et elle séduit le prêtre du couvent qui va tomber amoureux d'elle donc et rompre ses vœux pour elle. Ils s'enfuient tous les deux, mais ils sont rattrapés et ils vont être marqués au fer rouge. C'est ce qu'on appelle la flétrissure. Alors, elle a 13 ans seulement. La flétrissure qui a l'aspect d'une fleur de lys jusqu'en 1724 et c'est la marque qu'elle porte à l'épaule. La justice française ne m'a infligé que le déshonneur pour mon péché de jeunesse, dit-elle. Il n'y a pas de rédemption possible, c'est l'impression qu'on a par rapport à Milady et à cette faute originelle. C'est ça, et puis là, on le voit en ce moment dans les histoires d'inceste qui remontent à la surface, que finalement, même dans les années 80, on considérait encore
qu'une fille aussi jeune, qu'une fille de 13 ans pouvait avoir séduit un homme mûr. Et heureusement, c'est en train de changer. Et là, dans le cas de Milady, même elle présente ça comme un péché de jeunesse, alors que c'est pas du tout un péché. Elle était au couvent, un prêtre est tombé amoureux d'elle, elle a vu une porte de sortie, et encore, on n'est même pas sûr qu'elle ait vu une porte de sortie. Et elle a suivi cet homme et elle s'est fait stigmatiser pour sa vie entière. Donc c'est vrai que c'est quand même entre ça et le fait d'avoir été pendue par son premier mari, ça commence à faire un passif assez lourd. Et je vais en ajouter encore un petit peu, hein, et c'est dans l'œuvre de Dumas, en effet, parce qu'elle est presque systématiquement maltraitée par les hommes. Hein. Donc son mari, le comte de la Fère, va la pendre, le duc de Buckingham va la violer, et quant à D'Artagnan, il obtient ses faveurs en se faisant passer pour un autre dans l'obscurité, donc le comte de Wardes, à qui elle a donné rendez-vous. Il la piège, hein, littéralement. Vous faites dire à D'Artagnan, je vous ai trompé parce que je vous aimais. Forcément, Milady va avoir une envie, c'est se venger de tout ça. Oui, c'est ça. Bah, finalement, elle n'a aucune raison de faire confiance aux hommes. Les hommes lui ont prouvé de bout en bout qu'ils étaient indignes de confiance. La seule personne en qui elle peut avoir confiance, justement parce qu'il n'a jamais essayé de l'attirer sur ce terrain-là du sexe et de la séduction, c'est... Oh, j'arrive plus à trouver les noms ce matin. Je sais pas. Lord de Winter. Non, pas Lord de Winter, c'est le cardinal. Le cardinal, voilà, on va en parler effectivement, Là, qui va lui quand même exploiter ce désir de vengeance. Il va exploiter ce désir de vengeance, mais de façon assez assumée. Et pour le coup, leur relation repose sur l'intelligence et sur la discussion. Et c'est une vraie relation de travail. Il lui accorde une place à Milady. Oui, il ne lui impose pas la soumission. Confiance pour accomplir un travail, une mission qui est quand même assez sérieuse et assez grosse. Absolument. Bertrand Puart, comme Dumas en a l'habitude, hein, vous situez votre intrigue dans un cadre historique. Nous sommes en mars 1814 et les Cosaques, qui sont membres de la garde impériale russe, donc des ennemis de Napoléon, font route vers Paris. Ils vont traverser Villers-Cotterêts et toute la ville se met donc à l'abri. Après leur passage, les deux sœurs Rigolo, qui sont propriétaires du magasin de mode dans lequel travaille Aglaé Tellier, 15 ans, une amie d'Alexandre, elles sont retrouvées toutes les deux en état de choc, complètement pétrifiées comme des mannequins de cire. Quel mystère, se dit Alexandre, mais ce qu'il pense vraiment, c'est quelle aubaine à ce moment-là. Oui, exactement. Et d'ailleurs, moi, je voulais commencer mon roman à Villers-Cotterêts, puisque c'était tout simplement la ville où résidaient Alexandre et sa mère, hein, parce que sa mère tenait un bureau de tabac que lui avait offert, entre guillemets, l'État, donc à cette période-là. Et donc, j'ai repris, au fond, toute la documentation disponible sur cette période. C'était d'abord les mémoires de Dumas, la biographie de Claude Chope. Enfin voilà, j'ai mélangé tout ça et donc je me suis servi pour mon aventure de personnages réels comme Aglaé, comme les sœurs Rigolo qui tenaient vraiment le magasin. Cette partie historique réaliste, puisque les Cosaques ont vraiment, avant d'arriver donc à Paris, sont vraiment passés vers Villers-Cotterêts. Et c'était donc avec tous ces éléments, une fois que tous ces éléments étaient posés, à moi de construire mon aventure et donc de plonger le jeune Alexandre dans cette aventure. Alors le mystère s'épaissit quand Aglaé et Alexandre se rendent compte que leur ami Boudou, l'ermite du village, a disparu. Page 55, vous écrivez « Ce fut Aglaé qui découvrit la présence de l'élément précis qui allait transformer leur enquête bonhomme en aventure digne des plus grands romans. » Il s'agit d'un réseau de souterrains qui part d'un puits. À partir de là, votre histoire, elle se situe à mi-chemin entre roman policier et roman d'aventure? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu le moment où on va, ce que je disais tout à l'heure, on va basculer dans la fiction, hein, puisque alors après, quand j'ai discuté de mon roman avec des spécialistes de Dumas, on m'a dit mais c'est pas forcément à cette date-là où Alexandre Dumas était vraiment ami ou amoureux d'Aglaé. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut évidemment que j'ai été obligé un petit peu de jouer avec les dates. Bon, mais ça c'est pas très important puisque c'est Dumas ne s'est pas gêné lui hein, pour le faire dans la vraie histoire. Donc c'était aussi un peu lui rendre hommage que de mélanger tous ces éléments-là. Et donc à partir du moment où effectivement Boudou, qui est un personnage d'ailleurs
réel, hein. C'est-à-dire c'est vraiment Dumas en parle beaucoup dans ses mémoires, hein. C'est cet ermite qui habitait près des étangs autour de Villers-Cotterêts et Dumas avait même fugué d'ailleurs un moment pour aller le rejoindre et vivre 48 heures avec lui, ce qui avait beaucoup inquiété sa mère. À partir de ce moment-là, effectivement, Boudou disparaît et donc je fais de Boudou, je fais de Boudou le héros, hein, du roman, un roman qui, oui, est un roman d'aventure, un roman policier mais c'est d'ailleurs un petit peu le cas de beaucoup de romans de Dumas. Le Comte de Monte-Cristo, c'est un roman d'aventure, mais il y a aussi des côtés de romans policiers, voilà, avec ces histoires de vengeance. Alors, policier, d'ailleurs, c'est un peu compliqué, c'est roman d'énigmes plutôt, parce que policier, ça implique que des policiers soient là, et moi, en tant que français, j'aime pas trop mettre des policiers, il y en a pas d'ailleurs, ou il y en a très peu dans Alexandre. Mais c'est ce mixte qui, moi, m'intéresse. C'est toujours de ce qui a d'ailleurs été dit dans la vidéo, ce qui est très juste, c'est-à-dire de mélanger un petit peu tous les genres. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que sinon, au fond, je m'ennuie. Alors donc, du coup, j'aime bien, voilà, j'aime bien décodifier mes romans. Alors, comment procédez-vous? Vous venez de parler, par exemple, de Boudou, effectivement, hein, que Alexandre Dumas donc évoque dans ses mémoires régulièrement comme un Gargantua, hein, pour son appétit ou un Quasimodo pour sa laideur. Vous en faites le personnage qui va inspirer Edmond Dantès, en fait, le comte de Monte-Cristo, hein, puisque Alexandre le rencontre petit, mais ils vont vivre ensemble cette aventure. Comment structurez-vous votre récit? Comment allez-vous chercher ces éléments? Alors, vous parliez de vos lectures à l'instant. On imagine que vous êtes un grand lecteur pour aller opérer cette synthèse entre la fiction et la réalité. Et comment structurez-vous les choses pour que ça tienne? Alors, sur des romans comme donc Alexandre, Émile et Victor, ce sont des romans, ça n'arrive pas souvent, mais là c'est le cas, où je vais passer plus de temps à les concevoir qu'à les écrire. Puisqu'il y a effectivement énormément de lecture à faire. Alors, il y a tout ce qui est biographique, donc que ce soit la biographie de Claude Chope, les mémoires de Dumas, donc il y a tout ça. Il y a un montage à faire, effectivement temporel, c'est ce que je fais, parce qu'il y avait plein d'autres, j'aurais pu utiliser plein d'autres moments de l'enfance de Dumas. Il y a un moment où il vit dans un château, enfin, avec un châtelain qui aurait pu être très intéressant, un jeune châtelain, donc il aurait pu avoir cette amitié qui aurait pu comme ça faire un roman. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il faut s'arrêter sur une période en fonction de mes envies, en fonction de ce que j'ai envie aussi de raconter. Donc, il y a cette lecture documentaire et puis ensuite, il y a la lecture des romans. Alors, je ne vais pas dire que j'ai relu tout Dumas, bien évidemment, pour écrire ce roman-là, mais c'est vrai que je me suis replongé dans des épisodes de Monte-Cristo. Je me suis replongé dans les Trois Mousquetaires. Enfin voilà, j'ai picoré, j'étais dans ma bibliothèque, j'ai pris un petit peu des passages que j'aime beaucoup, d'autres passages que j'ai découverts, et puis j'ai essayé de mélanger tout ça pour en faire une intrigue qui tient bien debout, et qui est susceptible d'intéresser les jeunes lecteurs, donc c'est-à-dire pas trop de complexité, pas trop de personnages non plus. Voilà, c'est un petit peu le cahier des charges, même si j'aime pas trop parler de cahier des charges pour la jeunesse, parce qu'on a toujours l'impression faut pas utiliser trop de vocabulaire, etc. Bon, moi, je raisonne pas du tout comme ça. J'essaye simplement d'avoir une intrigue assez limpide, au fond. Donc, il y a cette course. Et donc, ce personnage de Boudou, moi, ça m'a beaucoup intéressé d'en faire effectivement une sorte de Comte de Monte-Cristo. Alors évidemment bien moins complexe, c'est un Comte de Monte-Cristo qui ne démarre pas sa carrière à Marseille, mais qui la démarre à Villers-Cotterêts, mais ce jeu de cache, de déguisement, de manipulation, voilà, et au fond de se dire, ce qui est totalement faux, que le roman ensuite de Dumas est né de cet épisode dans leur enfance. Alors, sur le plan de la langue, hein, comment avez-vous travaillé pour donner un ton 19e, voilà, qui est très fluide, mais malgré tout, vous n'êtes pas dans une langue contemporaine absolument? Oui, ben ça c'était. Alors j'ai essayé. Alors il se trouve que les trois romanciers que nous avons choisis sont à peu près de la même période. Enfin Dumas et Hugo un petit peu avant ça, mais on reste dans le même siècle. J'ai essayé à chaque fois de coller un petit peu et à leur univers, et alors, je ne vais pas dire à leur style, mais disons que
ça fait partie aussi du plaisir là, de l'écrivain. Dumas, j'ai essayé effectivement d'être toujours dans l'action, dans le souffle, etc. Victor Hugo, je me suis bien amusé à faire des phrases les phrases que Hugo met tout au long de ses romans, par exemple, et l'homme entra, et ce fut l'homme, enfin, oui, ce genre de phrases que j'ai essayé, moi, de les intégrer aussi dans le roman. Pour Zola, j'ai plus travaillé les descriptions, voilà, il y a beaucoup de descriptions très imagées, comme ce qu'il fait, par exemple, dans le ventre de Paris, avec les fromages, et cette fameuse symphonie des fromages. Voilà, donc c'est à chaque fois essayer aussi de coller, de donner une idée sans copier, mais donner une idée modestement du style de l'écrivain. Et donc, ça voulait dire modifier un petit peu ma langue, modifier un petit peu mon style ordinaire. Je n'ai pas écrit effectivement Alexandre comme je peux écrire un volume des Effacés ou de l'Archipel ou des séries contemporaines que je peux donner à lire aux jeunes adultes. Alors, vos héros se livrent à une course folle entre Villers-Cotterêts, Paris, Marseille, hein, l'île de Monte Cristo à diligence, en bateau. Alors, ce souffle-là, vous venez de l'évoquer, hein, ça correspond à Dumas, mais c'est aussi ce dont les lecteurs d'aujourd'hui ont besoin ou envie. Ben, je pense qu'effectivement, alors tout à l'heure, dans le petit film, vous parliez de séries télé, et c'est vrai que j'ai pu collaborer, même si moi je reste romancier et c'est vraiment mon grand plaisir à des séries télé. On peut se poser la question de se dire si Alexandre Dumas était aujourd'hui, était un auteur d'aujourd'hui, est-ce qu'il aurait écrit Le Comte de Monte Cristo, est-ce qu'il l'aurait proposé à Netflix pour en faire 12 fois 60 minutes. Et on peut se poser la question pour beaucoup le feuilleton, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de feuilleton, feuilleton télé, hein, le feuilleton en tant que sur papier n'existe plus, c'est-à-dire qu'on retrouve plus ni dans les journaux ni des fascicules comme ça, on a des volumes directement, on n'a plus ce genre de feuilleton. Le feuilleton dont tout le monde raffole se fait aujourd'hui sur écran et notamment à la télé. On voit bien par exemple le succès aujourd'hui d'une série comme Lupin. Lupin, véritablement, c'était un feuilleton. Aujourd'hui, ça devient un feuilleton télé et on voit le succès que ça a. Donc, c'est ce souffle, c'est l'idée aussi, alors ça c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes lecteurs, de le tenir en haleine, c'est-à-dire essayer à la fin de chaque chapitre de trouver un élément, le fameux cliffhanger cher à Dickens, qui va lui donner envie de tout de suite enchaîner avec le chapitre suivant, puisque on sait qu'un jeune lecteur, si le livre lui plaît pas, il va le poser, il le reprendra pas. Hein, c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec un adulte. Le jeune lecteur, s'il le pose, en général, il le reprend. Donc l'idée, c'est vraiment de le capter. Le capter, c'est de lui offrir effectivement ce rythme trépidant. Et évidemment, avec Alexandre Dumas, avec les romans d'Alexandre Dumas, on est en plein dedans. Et donc, j'ai pas eu beaucoup à m'adapter à la situation. Tout était déjà posé. Alors, vos jeunes lecteurs n'ont pas a priori les références, hein, les clés qui renvoient à l'œuvre de Dumas, contrairement aux adultes qui peuvent prendre plaisir à chercher. Bon, après, certains les ont peut-être, mais la plupart certainement pas. Donc, votre travail, c'est avant tout un hommage, évidemment, et c'est aussi une manière de les amener dans un univers que vous avez adoré, et peut-être de les faire lire Dumas, de leur faire lire Dumas. Alors, c'est complètement ça, c'est-à-dire c'est vraiment c'est comme ça qu'on a conçu avec mon éditrice la série. J'ai une série qui a aujourd'hui trois volumes, j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Moi, j'adorais, par exemple, alors c'est vrai qu'on reste dans le 19e, mais j'adorais faire George Sand, hein, pour aussi offrir une héroïne féminine, et puis parce qu'il y a tout moi je connais bien le Berry, il y a tout ce côté sorcellerie du Berry, la petite Fadette, la Mare au diable, etc. Bon, mais on peut penser aussi moi j'adorerais faire un Céline, par exemple, parce qu'il y a toute l'ambivalence du personnage qui pourrait être intéressant, du jeune adolescent qui pourrait être intéressant à mettre en place, ou un Proust, parce que là on ne serait pas du tout dans l'aventure. Pour le coup, Proust, à 14 ans, il était alité, comme il a été toute sa vie, et donc il faudrait trouver un autre moyen narratif pour intéresser le jeune lecteur. Mais l'idée, c'est effectivement l'idée très forte qui m'a
m'a guidé dans l'écriture de la série, c'est de planter une petite graine dans l'esprit des jeunes lecteurs qui vont effectivement ne pas comprendre, ne vont pas saisir tous les éléments que nous, lecteurs de Dumas, lecteurs de Zola, on peut saisir. L'arbre généalogique des Rougon-Macquart, l'île de Monte Cristo, pour les jeunes, c'est pas des éléments, c'est pas des lieux romanesques, c'est pas des éléments romanesques. Mais l'idée, c'est qu'ils lisent le roman, qu'on plante cette petite graine et puis qu'après ils aient envie, un petit peu plus tard, quand ils se sentiront peut-être un petit peu plus aguerris dans leur capacité de lecture, aller prendre le Comte de Monte Cristo, aller prendre les Trois Mousquetaires, qui sont des gros volumes. Et ça, c'est aussi un travail à faire, je pense, avec les profs de français. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup d'interventions scolaires tout au long de l'année dans des établissements. J'étais venu d'ailleurs aussi au musée Alexandre Dumas de Villers-Cotterêts pour parler de ça. Les romans viennent de sortir en livre de poche aussi, hein, donc c'est aussi des volumes qui peuvent être tout à fait lus en classe. Donc l'idée, j'interviens moi beaucoup dans le cadre de cette série, discuter avec les élèves, leur montrer ce qui fait partie de la biographie, ce qui fait partie de la bibliographie. Et ça, je pense que ces livres peuvent être des bons outils pour les professeurs de français pour aller ensuite donner envie aux jeunes lecteurs d'aller explorer ces grands classiques. On reboucle complètement avec ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire l'idée de dire aujourd'hui on a vraiment des jeunes qui ne vont pas forcément vers ces grands classiques-là parce que ça n'est plus dans la culture, et j'allais dire même dans la culture de l'école, d'aller vers ces grands classiques-là. Trouvons un moyen original, trouvons un moyen de le faire avec beaucoup d'aventure et avec un moyen qui capte le lecteur. Chez Dumas, l'enfant de Milady existe, mais il ne va intervenir réellement que dans la suite des Trois Mousquetaires, 20 ans après, sous le nom de Mordaunt, pour venger sa mère. Vous avez choisi dans votre bande dessinée d'étoffer, si on peut dire, le personnage de Milady en lui donnant ce rôle de mère. Hein. Elle dit à son fils à un moment donné, « Crois-moi, j'ai assez pleuré dans ma jeunesse pour le savoir, tu seras malheureux, tu seras seul, tu peux seulement choisir si tu seras fort ou faible. » C'est assez terrible, mais tout au long de votre livre, on voit une évolution dans cette relation mère-fils. Je pense que j'ai mis pas mal de mois pour le coup là-dedans aussi, parce que c'était une époque où vraiment je me demandais quel rapport je pouvais entretenir à la maternité et s'il fallait que j'ai des enfants ou pas, et si je serais capable de les aimer ou pas. Et c'est un peu autour de cette question-là, est-ce qu'on aime forcément ses enfants? Est-ce que parce qu'on est une femme ou un mammifère, on va être submergé par une forme de tendresse en voyant son rejeton ou pas? Et du coup, c'est vrai que je me suis un peu servie de Milady pour ça, comme c'est une femme qui a été obligée de devenir dure. Est-ce qu'elle pouvait se montrer tendre avec un enfant, ou est-ce que de toute façon, elle était obligée de faire avec la femme abîmée qu'elle était devenue et d'être cette mère blessée là, qui était une sorte de lionne avec une épine dans la patte. Et du coup, ça m'a intéressée de construire cette relation-là avec ce petit être qui finalement est peut-être aussi le seul à l'écouter, du fait que c'est un bébé et qu'il ne peut pas ni la maltraiter ni s'enfuir. Ça lui permet effectivement de s'exprimer régulièrement. C'est ça. D'exprimer ce qu'elle ressent. Oui, mais finalement, je l'ai fait s'exprimer avec sa Constance prisonnière attachée sur un lit et le bébé qui ne parle pas encore. Finalement, comme personne ne l'écoute jamais, elle est obligée d'avoir soit une prisonnière, soit un bébé. Sinon, elle parle toute seule et elle devient folle. Personne ne l'écoute et à la fin de sa vie non plus, hein, puisque c'est au cours d'un simulacre de procès que Milady est condamnée à mort pour ses crimes, et notamment l'empoisonnement de Constance Bonacieux, qu'aimait d'Artagnan. 6 hommes donc la condamnent, les 4 mousquetaires, Lord de Winter, son beau-frère, et le bourreau de Lille qui l'avait marqué au fer rouge. Elle est décapitée. C'est bien une justice d'homme qui s'exerce alors, un pour tous, tous contre une. Oui, en plus, c'est vrai que d'Artagnan, il rebat un peu les oreilles de son amour pour Constance, mais au final, il n'a quand même pas cherché très fort, Constance. Même dans le roman,
il abandonne relativement vite, il fait d'autres trucs. C'est pas tellement obsessionnel son amour pour Constance. Et dans le roman, hein, au moment de la mort de Milady, il déclare « Et moi, dit d'Artagnan, pardonnez-moi, madame, d'avoir, par une fourberie indigne d'un gentilhomme, provoqué votre colère. » Donc c'est le fameux subterfuge qu'on a évoqué tout à l'heure. « Et en échange, je vous pardonne le meurtre de ma pauvre amie et vos vengeances cruelles pour moi. Je vous pardonne et je pleure sur vous. Mourez en paix. » Voilà, c'est quand même... Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans 20 ans après, quand les mousquetaires vont venir à bout du fils de Milady, D'Artagnan culpabilise un peu quand même. Il a quand même réalisé qu'ils auraient sans doute pas dû aller jusque-là et que en plus tu es aussi le fils de la femme qu'ils ont tuée 20 ans avant. Ça fait peut-être un peu beaucoup sur leur un peu de l'acharnement, oui, effectivement. Vous avez écrit votre propre scénario pour la première fois avec cette série. Comment avez-vous procédé? Est-ce que vous étiez vraiment dans l'écriture? Est-ce que vous avez préparé un storyboard? De quelle façon avez-vous travaillé? Je crois que j'ai fait beaucoup de notes sur... Alors, au départ, il y a des sortes... j'ai des carnets qui sont plus ou moins des carnets de fantasmes où je commence par griffonner des scènes que j'ai envie de voir dans l'histoire, des dialogues que j'ai envie de voir dans la bouche des personnages. Ouais, c'est à peu près ça. Et il n'y a pas forcément de fil directeur, c'est vraiment juste une espèce de compilation de scènes dans des carnets. Et après, je crois que j'ai essayé de les ranger en faisant un peu des plans. Et après, effectivement, j'ai fait du storyboard pour savoir combien de pages ça ferait. Et sur le plan du dessin, vous êtes dans la tradition, si j'ose dire, crayon, papier et plume? Ouais, c'est ça. J'aime pas beaucoup dessiner sur ordinateur. Je le fais un peu parfois pour de la couleur, mais le dessin, je le fais toujours à la plume un peu au pinceau. Milady, c'est du lavis, donc c'est des encres en niveau de gris. Et pas selon les livres, j'aime bien alterner noir et blanc et couleur parce que finalement, c'est des gros bouquins, donc je passe 1 an et demi dessus. Et c'est vrai que quand j'ai mis 1 an et demi à faire du noir et blanc, après j'ai envie de couleur. Et 1 an et demi de couleur, après j'ai envie de faire du noir et blanc. Je pense que un des trucs essentiels dans ce métier, c'est de réussir à ne pas s'ennuyer, à se dépayser d'un livre à l'autre. Effectivement, pour le Chevalier d'Éon, vous avez fait le choix en 2014, 2 ans plus tard, d'une couleur très saturée, au contraire. On est dans un univers qui est très différent. Oui, mais c'est vrai qu'on était dans du 18e, un peu inspiration Fragonard, escarpolette et bal costumé. Donc, et comme il était question d'espionnage aussi, d'ailleurs, le projet du Chevalier d'Éon a découlé de Milady de Winter. Parce que finalement, comme j'étais dans ce truc d'espionne avec Milady, j'avais repensé au Chevalier d'Éon, dont à l'époque, je connaissais à peu près rien à part la chanson de Mylène Farmer. Et du coup, j'avais regardé son Wikipédia et c'est là que je m'étais rendu compte que c'était un homme et pas une femme. Et finalement, ça m'avait paru d'autant plus intéressant. À dessiner. Justement, sur cette notion d'histoire qui est très présente, bien entendu, chez Dumas, au-delà du décor, l'histoire joue son rôle. Dans Milady de Winter, il y a le cardinal Richelieu, le roi Louis XIII, sa femme Anne d'Autriche, le duc de Buckingham, ce sont tous des personnages réels. Il y a le siège de La Rochelle en 1627-1628. Comment avez-vous abordé ces aspects historiques, notamment sur le plan graphique? C'est vrai que sur le siège de La Rochelle, j'ai carrément copié un tableau du cardinal devant le fort. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'amuse assez dans le fait d'intégrer des tableaux intérieurs et un aspect historique entremêlé au quotidien. Après, ce qui est rigolo, c'est que dans Dumas, la dimension historique, elle est complètement usue dans le roman et en même temps avec des approximations dont il se fiche un peu parce que finalement, ce qui compte avant tout, c'est le roman, c'est l'aventure. Et donc, ça permet de prendre des libertés aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que dans l'univers de la BD historique, moi, je ne suis pas une rigoureuse, je suis quand même plutôt une approximative. Vous n'êtes pas Jacques Tardy.
Mais c'est assez drôle parce qu'il y a des trucs, à chaque fois, on se retrouve confronté à des questions historiques précises. À un moment, dans Le Chevalier d'Éon, je me suis demandé s'il était possible qu'il y ait un aquarium à cette époque-là dans un intérieur. Et puis finalement, je me suis dit qu'on s'en fichait bien pas mal. Et j'ai fait mon aquarium sans faire de recherche pendant 6 mois pour être sûre. Ce qui compte, c'est le vraisemblable, hein, surtout, voilà, plus que la réalité. Il y a de la théâtralité beaucoup dans les romans de Dumas, hein, qui a commencé d'ailleurs par le théâtre et qui se considérait comme un auteur dramatique. Il a adapté rapidement Les Trois Mousquetaires en 1849 sous le titre La jeunesse des mousquetaires. Est-ce que cette théâtralité du roman, dans les dialogues notamment, ça facilite la transposition en bande dessinée? Oui, de mémoire, j'avais lu la pièce et j'avais finalement trouvé que c'était quand même plus facile de se baser sur le roman que sur la pièce. Après, je ne me suis pas tellement amusée à garder des dialogues qui existent chez Dumas parce que c'est moins amusant à faire, tout bêtement. Mais oui, je pense que de toute façon, en adaptation, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va jamais être attiré par la même chose dans telle ou telle œuvre et dans tel ou tel auteur. Là, pour avoir adapté récemment du Zola, ça n'a vraiment rien à voir parce que tout ce qui fait le sel de Zola, finalement, les descriptions, comme c'est de la BD, on enlève les descriptions complètement et on les remplace par du dessin. Et du coup, la problématique devient complètement différente. Pour le coup, Zola, c'est vraiment pas théâtral, il n'y a pas de dialogue, il faudrait inventer tous les dialogues. Du coup, c'est une problématique presque mathématique d'adapter du Zola. Adapter du Marcel Aimé, qui est le premier bouquin que j'ai fait avec les contes du Chat Perché, là, pour le coup, les dialogues sont tellement impeccables et courts et parfaits qu'on ne peut pas toucher les dialogues. C'est ce qui fait vraiment le sel du truc. Donc, on est obligé d'être vraiment littéral dans une adaptation des contes du Chat Perché. C'est avant tout la manière dont on est lecteur, finalement, qui fait le type d'adaptation. Oui, c'est ça. Je crois que ça n'a aucun intérêt de faire une adaptation si on n'aime pas profondément le livre qu'on adapte. Il vaut mieux se taire que d'adapter quelque chose qu'on n'aime pas. Effectivement, surtout si on veut transmettre ce goût pour les livres. Bertrand, votre personnage d'Aglaé Tellier, hein, elle est restée, elle, dans l'histoire, comme la première maîtresse des innombrables maîtresses qu'a pu avoir Alexandre Dumas. Hein. Elle était lingère à Villers-Cotterêts quand il l'a séduite, elle avait 15 ans. Vous en faites, vous, une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, hein, quand on lui propose un déguisement de Colombine, par exemple. Elle refuse, il est hors de question que vous me tapissiez le visage de farine, ce sera mousquetaire ou rien. Ce n'est pas un rôle de figurante ou de faire valoir que vous avez choisi de lui donner à Aglaé. Non, c'est vrai que ça fait partie un peu des belles découvertes que j'ai pu faire en m'intéressant à cette partie de l'adolescence de Dumas. Moi, je voulais vraiment lui faire partager son aventure avec une héroïne, voilà, trouver une héroïne de son âge. Donc, je me suis vraiment intéressé à la biographie, puis j'ai trouvé ce personnage. Alors, effectivement, alors, la première maîtresse, moi, c'est plutôt la première petite amie hein, dans le roman, en jouant un petit peu avec les dates, effectivement, mais en fait, j'allais dire que connaître l'existence d'Aglaé, sans en savoir trop sur elle, et d'ailleurs personne ne sait rien sur Aglaé, puisqu'elle est mentionnée dans les mémoires de Dumas, où on va en trouver mention dans les biographies comme ça. Mais je veux dire que moins j'en ai su, et plus ça m'arrangeait, puisque après j'avais tout à inventer, et je n'étais pas contraint par les éléments biographiques. Donc il y a ce jeu-là, effectivement, de dire, bon, elle existait, je la prends, et au fond, j'en fais une sorte de pendant féminin à Alexandre, dans le sens où elle va accepter d'aller à l'aventure. Alors, elle travaillait chez les Sœurs Rigolos, donc c'est comme ça que m'est venue l'idée aussi de reprendre ces personnages des Sœurs Rigolos. Et puis, voilà, elle va pas hésiter à aller à Paris, et puis ensuite à partir jusqu'à Marseille pour accompagner Alexandre, parce que ça l'amuse follement et ça la sort de son quotidien à Villers-Cotterêts.
Et ça vous permet aussi de montrer à quel point, sur le plan sentimental, Alexandre est exalté déjà dans sa jeunesse. Oui, oui, bah, voilà, il y a ce côté exalté en tout, d'ailleurs, au fond. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve, moi, je suis parti du principe qu'il était déjà adolescent comme il était adulte. Bon, petit peu en miniature, dans le sens où il n'avait pas les mêmes possibilités. Bon, voilà, il était contraint par un certain nombre de choses, notamment le fait d'habiter chez sa mère, enfin, d'être désargenté aussi, puisqu'après, il a très bien vécu de sa plume. Mais c'est intéressant, oui. D'ailleurs, le premier chapitre du roman, qui est un récit, en fait, où je prends la plume à la place du jeune Alexandre et je raconte une espèce d'aventure complètement improbable, avec déjà plein de rebondissements, etc. D'ailleurs, on peut se demander, puisque ça n'est pas aucun biographe peut dire, est-ce que Alexandre Dumas écrivait déjà adolescent? Est-ce qu'il noircissait déjà du papier à l'adolescence? On n'a rien retrouvé, on n'en sait rien. Donc moi, je suis parti du principe que oui, déjà, il faisait un petit peu ses classes, comme beaucoup d'écrivains faisaient ses classes. On sait que Hugo, et je le mets d'ailleurs, cachait des poèmes lorsqu'il était en pension, et ça énervait d'ailleurs ces professeurs qui disaient mais arrêtez de faire ça, vous n'avez aucun avenir en littérature. Zola, on n'en sait trop rien, mais pareil, je pars du principe qu'il écrivait déjà. Zola, ses premières œuvres, par exemple, il y a Les Mystères de Marseille, qui est une sorte de réécriture des Mystères de Paris de Gensu, bon, qui est un roman qui est loin d'être parfait, enfin, qui est vraiment, on sent que c'est vraiment l'ébauche d'un écrivain, c'est l'écrivain qui se cherche. Donc à partir de ces expériences-là, je me suis dit, allez, Dumas, il écrivait déjà des espèces d'extraits ou d'épisodes, des nouvelles qu'il pourrait ensuite, entre guillemets, recycler dans ses œuvres futures. Mais ça m'a beaucoup amusé, effectivement, de commencer le roman comme ça. Alors, on a Laurent Angard qui nous dit il n'aimait pas l'école du tout et il se met à écrire vers 20 ans avec des poèmes. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Bon, bah, qu'il n'aimait pas l'école, ça, je ne suis pas étonné plus que ça. Et voilà, il va écrire 20 ans. Donc, moi, après, voilà, c'est ce que je disais. On n'a peut-être pas tout retrouvé. Oui, mais même, je veux dire, après, ça, c'est ma liberté de Bien romancier. sûr. C'est pour ça que je dis qu'au départ, on est vraiment dans la fantaisie, dans une fantaisie, dans le sens où je me permets, mais d'un autre côté, voilà, je me permets ça parce que, alors Laurent il le dit dans ses mémoires, mais il a peut-être pas tout dit dans ses mémoires. Voilà, donc, non, mais parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand ce sont des mémoires, on peut aussi réécrire un petit peu l'histoire. Bon, mais j'allais dire, même s'il n'a pas écrit ces épisodes à 14 ans, moi, ça m'a beaucoup amusé de penser qu'il a pu le faire et on sent d'ailleurs, moi j'ai essayé dans ce premier chapitre que ce soit de mettre du Dumas, mais du Dumas qui vraiment c'est presque du pastiche de Dumas, hein, donc voilà. Donc ça, et puis c'est votre liberté de romancier effectivement d'avoir recréé les choses. Ça n'est pas, c'est vrai que je l'explique à beaucoup de professeurs de français qui prennent ce livre en disant ah mais donc c'est bien parce qu'ils vont connaître l'enfance d'Alexandre Dumas. Mais au fond, l'enfance d'Alexandre Dumas à 14 ans, on ne peut pas en faire un roman d'aventure. Il n'a pas du tout, à part l'arrivée effectivement des Cosaques, et encore parce qu'il y a vraiment la grotte, c'est-à-dire que ce sont des vrais éléments. Mais on ne peut pas faire un vrai roman d'aventure avec l'enfance de Dumas, ni de Zola, mais il y a des petits éléments à chaque fois que moi, en tant que romancier, je vais m'approprier et derrière, je vais aller dans l'imaginaire. Et donc, c'est une fantaisie. Effectivement, je préviens moi, les profs de français, ne prenez pas ça pour un documentaire. Ce n'est absolument pas un documentaire, c'est un roman, c'est une fantaisie. Encore une fois, tout est vrai à partir du moment où le roman s'ouvre et tout redevient vrai à la fin, dans le sens où je ne supprime pas de personnages biographique de Dumas. Il était hors de question de faire mourir sa mère, par exemple, parce que sa mère survit à la période du roman. C'est ce genre de choses, ou pareil pour des romans historiques. L'idée, c'est de faire une parenthèse d'aventure. Alors, on parlait de l'école à l'instant, on voit très peu dans votre livre Alexandre au collège, il a d'autres chats à fouetter, sauf au début, avec une scène qui est importante, hein. C'est une scène dans laquelle il est pris à partie. Tiens, voilà le nègre, ricana le jeune garçon. Alexandre avait l'habitude de cette insulte. Alors, Alexandre Dumas est un descendant des Davy de la pailletterie, mais c'est aussi un carteron, puisque sa grand-mère paternelle était une esclave noire affranchie de Saint-Domingue, Marie Cécette Dumas. C'est d'ailleurs le nom que le père d'Alexandre, le général d'Empire Dumas, va choisir.
On a souvent blanchi au cours de l'histoire Alexandre Dumas, l'écrivain. Vous avez choisi, vous, au contraire, tout de suite de souligner ce caractère chez lui. Oui, mais ça, alors ça fait 2-3 ans que j'écris ce roman, donc j'ai plus en tête véritablement tout ce que j'ai pu lire, mais il me semble avoir lu, peut-être que les participants à la réunion pourront le confirmer, il me semble avoir lu qu'au collège, enfin à Villers-Cotterêts, certaines personnes lui disaient ça, et d'ailleurs il n'hésitait pas à donner du poing. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai retrouvé en écrivant Émile, puisque ça c'est un élément biographique absolument extraordinaire. Émile Zola qui était au collège à Aix-en-Provence avec Paul Cézanne. Paul Cézanne avait été dans la classe supérieure, Émile Zola, et donc ils avaient sympathisé, et Paul Cézanne donnait des coups de poing à tous ceux qui traitaient Émile Zola d'italianas, voilà, il se faisait traiter, il y avait du racisme à l'époque. Comme aujourd'hui, et donc voilà, et c'est vrai que j'avais envie de parler de ça, puisque dans une ville comme Villers-Cotterêts, Dumas voilà, il y avait il se faisait traiter effectivement de nègre, etc. Je pense que ça c'est véritablement quelque chose de biographique. Et d'ailleurs, ce qui est je me rappelle aussi que lorsqu'on a fait la couverture du roman, j'ai vraiment demandé à ce que Alexandre soit, voilà, parce qu'au départ il avait la même teinte de visage qu'Aglaé, et j'ai demandé à Raphaël vraiment de respecter ça, parce que c'est pas ça, là on est dans la biographie pure, donc voilà, c'est ce que Laurent nous dit. D'ailleurs, quand on dit qu'il était métis aux élèves, ils sont surpris. Oui. Et c'est vrai que, d'ailleurs, au moment il y a un an et demi de Black Lives Matter, là, on avait ressorti des citations d'Alexandre Dumas à ce sujet-là. Et on parle aujourd'hui d'ailleurs de statut du père de Dumas, etc. Donc je pense que c'est un aspect véritablement important. Et moi, dans l'idée d'en parler aux jeunes, je ne pouvais pas je ne pouvais pas ne pas en parler. Bien sûr, c'est un sujet sur lequel on ne pouvait pas faire économie, on va dire. On arrive à 1 heure d'intervention. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu les poser. Monsieur Angard, je vois qui intervient beaucoup sur le forum. N'hésitez pas. Alors, plusieurs façons de poser vos questions. Soit vous réactivez vos caméras et vos micros, seulement vos micros si vous préférez. Soit vous pouvez poser des questions sur le forum qui est sur votre droite. Voilà, vous êtes... N'hésitez pas. C'est peut-être toujours un peu difficile de commencer, mais... Profitez-en. Questions ou observations sur tout ce que vous venez d'entendre sur cette question de la réécriture? Oui, moi j'ai une question. Enfin, j'ai une question, j'ai plutôt une observation. Déjà, je voulais remercier Bertrand et Agnès d'avoir accepté cette invitation. Nous les avions reçus tous les deux au musée Alexandre Dumas pour exposer leur travail. Donc, ces 2 œuvres absolument magnifiques qui sont des portes d'entrée dans l'œuvre de Dumas. Alors, chacun à leur façon. Mais moi, j'avais une question pour Agnès, si elle s'en souvient, évidemment, mais à quel moment dans la lecture, finalement, des Trois Mousquetaires, à quel moment tu entrevois ce roman graphique de Milady? À quel moment tu te dis, là, il y a quelque chose qui se joue sur ce personnage-là, quelque chose à dire? Non, en fait, non, je m'en souviens pas. Non, je sais pas. Je sais pas à quel moment du roman ça m'a vraiment sauté aux yeux. Non. Désolée. Là, je sais vraiment... Tant pis. Une autre peut-être question. Nicolas, vous pouvez peut-être nous dire, puisque vous êtes donc le directeur du musée de Villers-Cotterêts, oui. Comment vous avez découvert ces 2 livres-là, et puis parler un petit peu des expositions, de la façon dont vous les avez mis en valeur à l'intérieur du musée, qui est installé dans un hôtel particulier du 19e à Villers-Cotterêts. Oui. Alors j'ai rencontré Agnès en premier. Donc j'avais... je suis tombé dessus un peu par hasard. Moi, je suis arrivé en 2012. Donc Milady a été publié un peu avant, il me semble.
2010 et 2012. Voilà, oui, 2002, voilà. Donc, j'ai découvert un peu après la bataille, et je découvrais aussi en 2012 Alexandre Dumas. Et comme l'a dit Bertrand, moi-même, bien que j'avais lu, des versions abrégées quand j'étais plus jeune, et puis j'avais vu aussi les films, les dessins animés, donc je connaissais Dumas de nom, mais j'ignorais complètement la dimension métissée, enfin voilà, et l'histoire familiale de Dumas. Donc j'ai été moi aussi très surpris en arrivant au musée Alexandre Dumas de découvrir cet auteur, son histoire, ses personnages. Voilà, donc dans le cadre de mes fonctions, je suis amené donc à valoriser ce patrimoine littéraire, et je voulais faire ce pont, cette résonance avec la création contemporaine et comment elle survit, cette œuvre, en fait, aujourd'hui. Et donc, voilà, je me suis penché sur Milady, et je suis absolument tombé amoureux de ce roman graphique, et puis d'Agnès, qui est absolument formidable. Parce que je pense que ce roman est vraiment, il fait date, je pense, quelque part, et il rentre dans le patrimoine culturel du 21e siècle, et parce qu'il apporte comme ça cet éclairage très particulier sur l'œuvre de Dumas et sur ses personnages. Et Bertrand l'a dit également, je ne sais plus si c'est Bertrand ou si c'est Agnès, mais en fait, on a dans l'œuvre de Dumas des personnages extrêmement complexes qui se définissent par leurs actions, et qui sont bien loin des adaptations souvent très manichéennes, mais qui restent néanmoins des portes d'entrée dans l'œuvre de Dumas. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que je me suis intéressé à Agnès et ensuite à Bertrand, parce qu'effectivement, il y a cette dimension pédagogique qui m'a tout de suite intéressé dans Alexandre l'Intrépide Dumas, et qui a été un énorme succès à Villers-Cotterêts, lorsque nous avons présenté une exposition ludique, puisque nous avons imaginé tout un dispositif de Cluedo, de jeu Cluedo, pour entrer dans le roman, entrer dans l'univers de Dumas, et entrer finalement aussi dans le parcours de visite à Villers-Cotterêts, avec les différents endroits, puisque Bertrand utilise ces lieux de Villers-Cotterêts, nous les avons réutilisés aussi dans le jeu de Cluedo avec ces personnages. D'ailleurs, je précise que nous avons ajouté Adolphe de Levin, le fameux meilleur ami de Dumas adolescent dont Bertrand parlait tout à l'heure, qui aurait pu faire l'objet d'un roman. Nous l'avons récupéré, ajouté au jeu de Cluedo parce qu'il nous manquait un personnage et que c'était vraiment le personnage parfait. Alors, Alexandra, tu me demandais comment on expose. C'est tout simplement en récupérant. Agnès nous a prêté ses carnets, ses dessins. Alors, j'essaie de me souvenir si on avait. Je crois pas qu'on avait étudié la question sous un angle précis. On avait présenté des extraits du roman et les dessins originaux. Voilà, c'était surtout le travail graphique qui m'avait intéressé, et la dimension évidemment politique sur ce personnage féminin et de la place de la femme dans l'œuvre de Dumas. Et pour Bertrand, c'était vraiment la dimension pédagogique. On a beaucoup travaillé avec les scolaires. Voilà. Et d'ailleurs, sur le site internet donc du festival, le collège Saint-Nicolas a réalisé un kamishibai à partir du roman. Voilà. Donc ils ont travaillé sur le roman, et plusieurs classes, donc il y a 2 ans, ont énormément travaillé sur le roman, et ça a été un très très gros succès. Très bien, merci Nicolas. Nous avons une question pour Bertrand, donc de JBB. Bertrand, ne pensez-vous pas que l'on peut apprécier Dumas comme tout autre auteur sans en saisir absolument toutes les références? Est-ce que vous concevez la littérature de jeunesse comme une porte d'entrée vers la littérature adulte? Oui, apprécier Dumas sans saisir toutes les références, bien sûr que ne serait-ce que par l'intrigue, les péripéties, on se laisse complètement porter. C'est d'ailleurs ce qui fait que la lecture de Dumas est aussi transgénérationnelle et qu'on peut l'apprécier autant jeune lecteur que lecteur, et c'est la fameuse expression de Tintin de 7 à 77 ans, hein, et même plus. Pour 7 ans, c'est peut-être un petit peu jeune, mais
Voilà. Alors pour ce qui est de la littérature jeunesse, porte d'entrée vers la littérature adulte, moi j'ai de toute façon, c'est vrai que je dis j'écris beaucoup pour le jeune public, mais j'ai toujours du mal à définir un petit peu ça, parce que j'ai repris en fait la littérature, j'ai fait paraître l'année dernière, il y a même 2 ans maintenant, je suis revenu en littérature adulte, alors que j'en avais pas fait depuis une dizaine d'années, avec un roman d'aventure financière chez Fleuve Édition. Et je n'arrivais pas à l'écrire, j'étais bloqué parce que je n'écrivais que de la littérature adulte. Et il se trouve que mon éditeur chez Fleuve est aussi éditeur en jeunesse chez PKJ, et en fait, il m'a débloqué en me disant, mais écris ton livre adulte comme tu écris tes livres jeunesse. Au fond, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que mes personnages dans mes livres pour la jeunesse ont souvent l'âge de mes lecteurs, parce qu'il y a ce côté, il faut que l'identification puisse se faire très rapidement. Mais au fond, sinon, je ne m'interdis rien en littérature jeunesse. Bon, il se trouve que de toute façon, je ne suis pas porté à faire des scènes très violentes ou des scènes sexuelles. Enfin, bon, tout ce qui fait effectivement qu'on pourrait être un petit peu restreint sur de la littérature jeunesse. Moi, ça ne m'intéresse pas de les écrire. Donc voilà, mais en termes de vocabulaire, en termes de rythme de phrase, en termes de longueur de roman, moi, ma série Les Effacés, on est sur des romans qui font 500 000 signes. On a bien vu que Harry Potter, ça fait 1 200 000 signes, ça ne gêne pas. Et au fond, ça m'a débloqué, et donc j'ai pu finir mon roman adulte en me disant, mais voilà, tu écris comme tu as besoin d'écrire. Donc, est-ce que c'est une parenthèse? Je pense que c'est une littérature au fond qui se tient là, à côté. Et d'ailleurs, pour en discuter avec beaucoup de libraires, chaque fois que je vais en dédicace, ou que j'allais en dédicace, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'adultes qui viennent dans les rayons jeunes adultes et jeunesse pour prendre des romans pour eux, parce qu'il y a aussi du fait que ce soit une littérature encore très jeune. C'est une littérature qui n'est pas encore totalement codifiée, qui se codifie malheureusement, j'allais dire, mais qui n'est pas encore codifiée. Et donc, on a cette liberté, on a ce mélange des genres qui est encore possible. On a des éditeurs et des maisons d'édition qui ne brident pas leurs auteurs, et donc on peut mélanger science-fiction, historique, au fond bien plus que dans les maisons d'édition adultes qui ont souvent des lignes éditoriales, etc. Et je pense aussi que c'est ce qui fait cette richesse, la richesse de la littérature aujourd'hui jeune adulte. Absolument. Alors, une observation qui concerne Agnès. 1000 excuses d'aborder l'un de vos anciens livres, mais votre petit traité de morphologie est fort utile dans l'enseignement artistique. Il permet un récit didactique, mais non dogmatique, autour du dessin d'observation. C'est un livre qui est souvent un très bon outil pédagogique. Voilà. Non, mais ça me fait très plaisir. Pour le coup, c'est pas beaucoup plus ancien finalement que Milady de Winter, c'est un tout petit peu avant. Mais c'est rigolo parce que c'est un livre qui aura été acheté quasiment que par des étudiants en art ou des kinés. Aurélie Devauchel nous précise que pour prolonger la découverte, bien entendu, vous trouverez beaucoup de ressources sur le site du Festival Résonance. L'audioconférence Violence faite aux femmes, écho de quelques affaires judiciaires dans l'œuvre de Dumas père par Christine Prévost. Je continue si j'arrive à accéder avec le forum. Nous vous proposons plus d'informations sur Milady de Winter d'Agnès Maupret grâce au dossier de presse de la bande dessinée et à l'article Les Trois Mousquetaires, enjeu d'une réappropriation dans Milady de Winter. C'est un article qui est signé Sophie Bonadé du laboratoire SLAM de l'Université d'Evry. Il est effectivement accessible sur le site et on félicite les élèves du club de lecture du collège Saint-Nicolas de Villers-Cotterêts et Madame Buta, documentaliste, qui ont envoyé leur création d'un kamishibai de 18 panneaux autour de votre livre, Bertrand Alexandre l'intrépide Dumas. Vous pouvez aussi retrouver ce kamishibai, c'est un théâtre d'images, petit théâtre d'images d'origine japonaise. Effectivement, on peut le découvrir sur le site du réseau. Voilà pour les autres ressources.
Et Laurent Angard nous dit, il faudrait poursuivre ce genre de livre en corrélation avec les programmes des classes de collège, par exemple. Je fais les 3e en 6e, donc c'est parfait avec le roman. On pourrait penser au château d'Epstein en 4e et le Monte Cristo en 3e, avec l'idée de la société ou des romans moins connus de Dumas. C'est un très bon moyen de faire connaître notre littérature à notre jeunesse. Voilà, des idées. Merci à vous. D'ailleurs, nous travaillons régulièrement avec les collèges sur des œuvres méconnues, des petites nouvelles. En 6e, par exemple, sur le thème du vampire, ça marche très bien, la Dame Pâle, qu'on avait travaillé en Kamishibai. Ben voilà, Dumas, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de petites nouvelles très intéressantes qu'on peut travailler avec les élèves. Effectivement, c'est une œuvre monumentale qui n'a pas fini de vivre et de se transmettre. Alors, si Aurélie, la remarque à Agnès et de Jean-Baptiste Bourgois, illustrateur bien sûr, qui a réalisé l'affiche du festival Résonance. Je n'avais pas identifié derrière le JBB Jean-Baptiste Bourgois. Merci à vous effectivement pour la réalisation de cette affiche et pour vos ouvrages. Voilà. Merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous quitter. Je n'en vois pas d'autres. Eh bien, dans ce cas, je vous salue, vous remercie chacun, Agnès et Bertrand, pour votre présence et votre travail. Merci beaucoup. Je vous invite à continuer à suivre le festival. On se retrouvera vendredi pour une nouvelle table ronde, traduction et voyage linguistique autour de Wilfred Owen et Jean Calvin. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du festival et cette rencontre sera bientôt rediffusée sur le site et sur la page YouTube. Merci beaucoup pour votre attention et je vais laisser Aurélie mettre fin à la table ronde.